Récemment, j'ai fini les jeux Nier. Bon alors, terminé c'est un bien grand mot parce que le créateur des jeux, Yoko Taro, c'est un sacré petit plaisantin. Notamment parce qu'il adore jouer avec le canon de son œuvre. D'ailleurs, on entend très souvent parler de canon sur internet, mais je vais quand même vous expliquer ce que c'est au cas où, parce que je me rends compte que personne ne définit jamais vraiment ce que ça veut dire. Imaginons j'écris une histoire où des héros sauvent le monde, classique. Puis j'écris deux histoires liées à celle-ci. Une suite où on suit des enfants d'héros qui sauvent le monde à leur tour, et une autre suite où les héros sont tous morts juste après le combat final et qu'un nouveau groupe prend le relais quand le mal revient. On est d'accord, ces deux suites, elles peuvent pas coexister. Les deux entreraient en incohérence. Donc il faut faire un choix. Admettons que en tant que créateur, je choisisse la deuxième option et je dis c'est celle-ci, c'est ça qui se passe après. Cette fin devient canon, c'est la fin officielle en fait. Le canon, c'est à peu près juste ça, ce que les créateurs considèrent comme officiel ou non. Maintenant, je vous présente à nouveau le créateur des jeux, notre cher Yoko Taro. Yoko Taro, il a pété un plomb parce que si on considère le canon de Nier, il faut prendre en compte la saga des Drakengard, ses anciens jeux, des mangas, des partenariats avec d'autres jeux, genre les raids de FF14, et même un jeu mobile qui n'est plus disponible depuis 2024. Donc autant vous dire que il y a des créateurs de jeux vidéo, suivre leur univers, ça va. Et il y a Yoko Taro, c'est un point où admettons que le crossover de Nikke Goddess of Victory lui plaise bien, voilà, il y a Toubi, elle a gagné 2 bonnets dedans, lui il va dire hop, c'est canon. Ouais, ça fonctionne un peu comme ça avec lui. Je fais cette blague parce que Yoko Taro c'est un kiffeur, hein. Vous verrez les personnages, vous les connaissez déjà sans doute, mais voilà quoi. Je peux pas vous parler de la globalité de Nier et de son univers parce que ça serait long et que même moi je suis perdu dedans, et de toute façon, essayer d'avoir tous les jeux, ça relève du quasi impossible. Pour autant, même si ça risque d'être brouillon, flou et que la vidéo sera sans doute pas top, j'avais quand même trop envie de vous parler de Nier pour ne pas le faire. Vous savez, dans le monde du jeu vidéo, il y a des créateurs, ils ont leurs pattes. On reconnaît très clairement quand un jeu vient d'eux. Les jeux de Kojima avec Death Stranding ou Metal Gear, ceux de Toby Fox, Deltarune, Undertale ou tout simplement Miyazaki avec les Souls, bref, vous voyez de quoi je parle. Pourquoi on reconnaît principalement ces jeux? L'ambiance, le gameplay, la recette ou même tout simplement l'ambiance graphique, je veux dire la charte graphique, et sans doute un peu. Mais je pense sincèrement que ce qui rend ces jeux ou ces développeurs particuliers, c'est qu'ils font des propositions dans leurs jeux, des propositions différentes de ce qu'on voit le reste du temps. Prenez Miyazaki par exemple, lui il a boosté la difficulté et il a rendu son histoire ultra cryptique à une époque où le jeu vidéo faisait l'inverse. Les jeux devenaient de plus en plus faciles et accessibles. Vous prenez le parti pris opposé, vous avez Dark Souls. Toby Fox, lui, c'est encore différent. Il joue avec certaines des règles de base du jeu vidéo, vous faisant comprendre que des trucs qui vous semblent acquis, genre les ennemis, ça peut être une notion assez floue. Et ça, on y reviendra sans doute un peu plus tard. Yoko Taro, lui, il a compris un truc vachement simple. C'est que s'il y a un médium où on est particulièrement libre, c'est bien le jeu vidéo. Yoko Taro, il aime beaucoup surprendre. Des fois, t'as des passages clairement visual novel et des fois, t'as des shoot'em up. Il y a aussi des moments où tu passes une vue en 3D à une vue 2D de côté. C'est un petit peu comme il a envie. C'est d'ailleurs assez drôle de le voir faire autant de trucs dans un jeu quand, faut être honnête, même si on aime les jeux de Yoko Taro, c'est clairement pas pour leur gameplay qu'on les aime. Des fois, c'est pas compliqué, vous avez l'impression que mécaniquement parlant, ils ont 10 ans de retard. Prenez Nier Replicant par exemple. Nier Replicant, ça sort en 2010. C'est la même année qu'Assassin's Creed Brotherhood. Et honnêtement, sur Nier Replicant, t'as l'impression que le jeu, il est sorti sur la PS2, quoi. Tu te dis pas que c'est un jeu de 2010, tu te dis que c'est un jeu de 2005, à la grande limite. Il est super bien le jeu, mais entre le gameplay bien trop simpliste, les maxi zones vides et la carte qui, mine de rien, est assez réduite, en tout cas pour l'époque, y a pas grand chose. Moi vous savez, je suis un gros kiffeur de gameplay ultra nerveux. Genre mon truc c'est Ultra Kill ou Devil May Cry, en particulier le 3. Ça ou les God of War. Donc vous passez de ces jeux-là à Nier Replicant, ça fait un peu mal. J'adore le jeu, mais ça fait un peu mal. Comment se fait-il donc que j'aime autant les Nier? Parce que, sincèrement, il y a des fois, j'ai un peu pété un plomb sur les jeux, il y a des trucs de gameplay, c'est des aberrations. Au passage, de temps en temps, vous voyez sans doute ma cam en bas, c'est des extraits des lives où je faisais les jeux. Voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch et tout, vous pourrez profiter de moi qui découvre des jeux en stream. Bref, Nier, c'est pas des jeux qui ont la prétention d'être fondamentalement fun à jouer. Je sais, ce que je suis en train de dire, c'est une aberration. Mais rappelez-vous ce qu'on a mentionné plus tôt, les jeux avec des propositions différentes. Et Nier tape pile là-dedans. La réussite du jeu, c'est pas le gameplay, c'est la narration. Pas l'histoire ou le scénario, la narration. Je suis obligé de faire un petit aparté sur ce type. Fumito Ueda. Si vous le connaissez pas, c'est un des créateurs de jeux vidéo les plus impactants au monde. Il a notamment fait 2 jeux qui m'intéressent pour cette vidéo, Ico et Shadow of the Colossus. Il y a 2 trucs importants avec ces jeux. Premièrement, c'est qu'ils sont pas forcément là pour un gameplay incroyable. Ils sont là pour vous proposer une expérience. Deuxièmement, l'importance de cette expérience réside dans la narration, un peu comme les jeux de Yoko Taro. J'arrête de faire genre, c'est évident, Yoko Taro, il a été énormément marqué par ces jeux. Tu peux prendre l'histoire classique d'un mec qui veut sauver sa copine, sa sœur, sa mère, peu importe, si tu sais raconter
raconter l'histoire, ça marchera. Et il y a un bonus bien entendu, hein, un autre point commun entre les deux, c'est qu'ils adorent ancrer des parties majeures de la narration dans des plot twists. Ça c'est leur kiff. Dans la vidéo là, je vais essayer de pas vous spoil, ce qui va être très difficile, et de toute façon quand ça arrivera, je vous préviendrai, il y aura un timer, parce que c'est des jeux, la découverte compte énormément. Bref, là on a un des premiers points d'inspiration de Yoko Taro, avec les jeux de Ueda. Maintenant on peut parler d'un fun fact qui a aucun rapport, enfin qui semble n'avoir aucun rapport. Vous savez qu'il va y avoir un nouvel anime Evangelion? Ouais, bah c'est Yoko Taro au scénario justement. Si je vous parle de ça, c'est parce que évidemment vous voyez les jeux de Yoko Taro, c'est inspiré d'Evangelion. C'est ultra inspiré d'Evangelion, enfin tu le remarques tout de suite. Vous aurez très souvent dans les jeux de Yoko Taro les mêmes questionnements que dans Evangelion, notamment la question de la mort, du meurtre, de la guerre, etc. C'est potentiellement classique comme questionnement, hein, mais c'est rarement poussé comme ça, notamment grâce à, si vous avez suivi la vidéo correctement, vous aurez répondu la narration, ça fait un bon point. Yoko Taro s'est posé et s'est sans doute dit un truc très simple, genre, et si dans le jeu on mettait un objet qui permet d'enlever la jupe de Toubi pour pouvoir mater ses fesses? Bon, il s'est dit ça, mais il s'est aussi sans doute dit un truc un peu plus sérieux et important. Le jeu vidéo, on y est acteur. Et on a bien plus de possibilités là-dedans que dans un livre ou dans un film. On dit souvent que regarder une deuxième fois un film ou relire un livre, c'est une expérience différente. Oui, je suis d'accord. Mais ultimement, la finalité, c'est toujours la même. Les mots, les scènes ne vont pas changer. Dans un jeu vidéo, par contre, et vous n'êtes pas obligé de respecter ça du tout. Donc Yoko Taro se pose et se dit un truc très simple. J'adore quand les joueurs s'ennuient. J'adore quand c'est difficile, j'adore quand c'est laborieux, j'adore quand c'est exigeant. Donc dans Nier Replicant, on va mettre la téléportation après plus de la moitié du jeu. On va pas vous la mettre dès le début. Pour avoir certaines fins, il vous faut absolument toutes les armes du jeu. Ça va prendre du temps. Et je vais même pas parler de Drakengard 2 parce que lui, de ce que j'ai pu lire, c'est encore pire et j'ai pas forcément envie d'expérimenter ça. Pourquoi c'est important de faire en sorte qu'on s'ennuie? Parce qu'on baisse notre garde. On a les petits dialogues entre personnages, on fait une quête secondaire de livraison, il y a des discussions qui continuent, le groupe qui se soude et on s'y attache. Parfois on a des quêtes simples mais plus tristes. Tout ça mine de rien, encore une fois, ça vous introduit dans l'histoire et vous êtes de plus en plus dedans. Vous vous investissez. Et une des autres passions de Yoko Taro, c'est que forcément vous vous attachez un peu, mais que chez lui tout doit être triste. Et si c'est pas triste, ça a au moins un goût très amer. Donc vous faites une première fin. C'est pas satisfaisant. Vous refaites une partie du jeu, voire tout le jeu. Deuxième fin. C'est toujours pareil, voire encore pire. Donc bon, vous continuez. Et vous en avez au moins 5 comme ça. Vous êtes responsable des personnages. On vous a donné un monde miniature, vous pouvez faire ce que vous voulez, et vous faites rien de bien. Ou en tout cas, le jeu essaie de vous faire ressentir ça. Et c'est normal, parce que dans les jeux de Yoko Taro, c'est très souvent que vous avez le mauvais rôle. Ou en tout cas, vous avez pas un rôle si gentil que ça. Je vous spoil des trucs majeurs là, donc timer, abonnez-vous, blabla, vous savez. Dans Nier Replicant, et je peux pas le dire autrement, vous jouez un personnage, il y a des dérives fascistes. Littéralement, vous jouez Eren en fait. Au début, les ombres sont considérées comme dangereux, donc elles nous attaquent, donc on se défend. C'est ça plus qu'autre chose. Et de fil en aiguille, on veut détruire toutes les ombres, quoi qu'il en coûte. Même celles qui sont pacifiques. On est en tort, enfin on est totalement en tort. On suit la logique fasciste du on a raison, on est supérieur, on est meilleur, on doit survivre. La fin justifie les moyens. C'est soit nous, soit eux. Et on peut pas être les deux sur cette planète. C'est mort, l'autre il doit disparaître. En fait, pour tuer quelqu'un ou quelque chose, il n'y a pas besoin de plus que s'imaginer avoir une bonne raison de le faire. On a raison de faire ça en fait. Ça c'est la logique du personnage de Nier Replicant. Donc évidemment ça peut pas bien se terminer. Et plus vous allez faire les fins, plus vous allez vous bouffer cette sensation. Mais mon point préféré ça reste la dernière des fins possibles. C'est un jeu vidéo. Donc on s'imagine que le monde est beau, qu'on va régler nos bêtises et pas chez Yoko Taro. Vous avez massacré des innocents par pure haine, ça va rester et vous allez devoir vivre avec. Ok, nos êtres chers ils sont encore là, mais c'est à quel prix ? Parce que nous, on est littéralement un monstre là. Hein. Évidemment, quand on vous met dans des jeux comme ça, où vous avez la balance morale qui passe son temps de pencher dans un côté et puis ensuite dans l'autre, c'est un petit peu déroutant. Encore plus où vous êtes dans un jeu où le bien et le mal, c'est rarement très très bien défini. La frontière, elle est toujours floue. Vous vous retrouvez spectateur impuissant d'un personnage qui fait des horreurs parce que lui, il a pas notre recul. Un personnage qu'on incarne et qui détruit tout autour de lui et en se détruisant aussi lui au passage. Ouais, c'est super fun. Et pourtant, même avec tout ça, même si ça paraît horrible, le personnage, vous vous y êtes attaché. Donc vous pouvez pas lui en vouloir à 100%, vous pouvez pas le détester à 100%. Sauf que, vous savez qu'ils ont tort. Hein. Sauf que, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que eux, ils sont persuadés d'avoir raison. Ils ont plus l'air persuadés d'avoir raison qu'ils n'ont l'air d'être méchants même. Ça, c'est les réflexions de Nier Replicant. Parce que Automata, même si ça reste dans des thèmes communs, il y a des grosses différences que je trouve tout aussi intéressantes, voire encore meilleures. On joue des androïdes créés par les humains. Notre objectif, c'est de détruire les robots. Les créations d'aliens venus envahir la Terre il y a des millénaires. Bon, déjà, il n'y a pas besoin de vous l'expliquer, il y a forcément une énorme critique de la guerre et du système militaire. Ça choque personne. En plus, littéralement, les androïdes, c'est des personnages qui ont été créés pour ne pas avoir d'émotions, ou en tout cas le moins possible, que ça les gêne en tout cas, et qui puissent tuer le plus de robots possible, qui eux ont été créés dans la même optique. C'est des enfants soldats. C'est juste des enfants soldats. Fatalement, on se rend compte que les androïdes comme les robots, vu leur degré de perfectionnement,
ils développent des consciences et des sentiments. Moi, il y a une quête qui, dans le jeu, elle est traitée de manière un peu comique et tout, mais qui est en même temps vraiment horrible, qui m'a vraiment touché à ce moment-là, et c'est là où j'ai réalisé ce qu'on faisait. C'est la quête du robot dépressif. En fait, il y a un moment dans la ville où tu vas croiser un robot à plusieurs endroits, et juste, il est devant le vide, et il s'ennuie. Il sait pas à quoi sert la vie, il s'ennuie, ça sert à rien, il sait pas pourquoi il fait tout ça, et à la fin il saute. La situation en jeu et comment on te montre ça, c'est même comique en fait. Mais toi tu te poses et tu réfléchis quelques secondes. Les robots ont atteint un stade de conscience et d'humanité qui peut les amener à s'autodétruire. Donc au final, on est des êtres sensibles qui affrontent d'autres êtres sensibles pour le compte de personnes qu'on n'a jamais vues. Et ça, dans un parti comme dans l'autre. Le tout en étant persuadé qu'en face, c'est des monstres sans sentiments qui ne veulent que nous tuer. Évidemment, c'est de la pure propagande. Il va être un peu plus nuancé avec le jeu, ça, pas de spoil. Le truc, c'est qu'avec Automata, on réalisait très bien que Yoko Taro, il a bouffé pas mal de philo pour faire son petit truc. Déjà, la plupart des robots importants ont un nom, et c'est toujours un nom de philosophe. Vous avez notamment notre GOAT, notre maître et seigneur à tous, Pascal, et un certain Jean-Paul qui a détruit la vie d'une certaine Simone et qui passe son temps à profiter de ses admiratrices et jouer d'elles. Pas une critique d'un certain Sartre, vraiment pas du tout. Le truc, c'est que Yoko Taro, il a lu, mais il a aussi imprégner son jeu de ses réflexions. C'est quoi être un humain? Pourquoi on veut l'être alors que notre spécialité c'est de trouver le meilleur speedrun pour éliminer le plus de nos compatriotes possible? C'est pas les réflexions les plus deep de l'histoire. Genre sa critique de la religion avec immédiatement et quasi uniquement l'aspect sectaire de la chose, je trouve ça simpliste et caricatural. Ok, les robots pensent sincèrement que ce qui caractérise l'humain c'est sa violence et le conflit, mais que ça soit à ce point-là, franchement j'ai trouvé ça un peu lourd. Toujours est-il que quand il s'agit de faire du jeu vidéo pur et dur, bah il reste bon et efficace. Et son système de faire plusieurs fins où on en apprend toujours plus, et surtout où on veut en apprendre toujours plus, ça marche très bien. Et surtout, à force, on se demande si on va avoir un impact ou non sur ce jeu et cet univers. Et à mes yeux, c'est ça que ça devrait être le jeu vidéo en fait. C'est pas juste faire une partie, ok, finito. J'aimerais bien qu'on vive plus de trucs que juste faire notre game. Je vais spoiler à nouveau, timer, je vous laisse un peu de temps. Mais entre le passage où tu fais la fin B, tu te rends compte que cette fin c'est que la fin de l'acte 1, que la fin C c'est la vraie suite avec les choses sérieuses, et que t'as ça direct dans le jeu sans que ça soit un DLC. Les révélations sur le groupe Yora, ce à quoi il sert vraiment, le fait que les humains comme les aliens ont disparu, et que les deux camps se battent littéralement pour rien désormais, juste par haine et vengeance et parce qu'on leur dit de le faire. Bah, ça te prend aux tripes, et tu veux faire plus qu'être un simple spectateur comme ça a été le cas avec Nier Replicant. Et ça, c'est le but d'un jeu vidéo, c'est le fonctionnement d'un jeu vidéo. Et ça tombe bien parce que la fin E, c'est une réponse direct à ça. Oui, en tant que joueur, vous avez le choix. Vous pouvez avoir un impact. Et oui, vos mots auront une importance, même si vous pouvez croire l'inverse. Les jeux de Yoko Taro, c'est pas des chefs-d'œuvre de gameplay. Niveau mécanique, c'est en retard et ça va clairement pas révolutionner le jeu vidéo. Mais quand il s'agit de comprendre le concept de ce qu'est un jeu vidéo, quand il s'agit de jouer avec ses codes, quand il s'agit d'être passionné par ce que tu fais, et quand il s'agit de raconter une histoire d'une manière impossible dans un autre média, bah à mes yeux, il n'y a pas vraiment de place au doute. Yoko Taro, c'est un des meilleurs dans le domaine. Même si l'histoire et le scénario, c'est edgy et parfois tire l'arme, il y a une certaine forme de catharsis là-dedans. Oui, ça valait le coup, oui, c'est galère, oui, c'est dur et oui, ça fait mal. Mais c'est le propre de l'être humain. Et c'est pas seulement lié à une apparence ou une enveloppe charnelle. Il faut juste comprendre que même malgré tout ça, il y a un peu de beauté dans ce monde. Et ça serait vachement dommage de l'ignorer. Rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de faire les jeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.